Aujourd'hui, je disais que nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de récupérer les informations à partir d'une base de données. Pour le cas, ça sera MySQL. Votre base de données pourra être hébergée sur Internet. Pour notre cas, nous avons une base de données locale. Okay? C'est pourquoi vous avez ici le localhost. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je devais créer la table produit qui contiendrait les 10 produits que nous avons utilisés de façon statique dans cette page, parce qu'on avait 10 produits qui ont été définis ici. Et donc, nous avons dit que nous allons utiliser une base de données distante, ce sera ici à MySQL. Et le langage que nous utiliserons pour récupérer les fichiers, pour récupérer les données dans notre base de données, ça sera PHP. Vous aurez pu utiliser tout autre langage de programmation. Ça aurait pu être Java pour interroger la BD et puis envoyer les informations. Java 2E. Vous aurez pu utiliser Node.js, toutes sortes de langages côté serveur qui peut être exécuté pour récupérer les informations et les envoyer. Dans le code, nous l'avons écrit la fois dernière. Et ce code, je crois que c'était juste du code PHP, je le cherche. OK, donc le voilà. Okay. Donc le code PHP consistait à créer une connexion à la BD en utilisant PDO, nous l'avons déjà vu dans le cadre du code de PHP. PDO, PHP Data Object, celui-là qui permettait de créer une connexion à la BD et on définit les paramètres. L'autre en question, c'est localhost. La base de données, c'est site web. Je n'ai pas de... Ça, c'est le username. La base de données, c'est root. Je n'ai pas de mot de passe. Donc, j'exécute la requête select étoile from produit parce que ma table s'appelle produit. Ce sont des... Et puis, j'exécute la requête. Puisque la requête ne contient pas de paramètres, je n'ai pas besoin de préparer la requête. Nous avons dit la fois dernière que si vous avez plutôt des paramètres à définir dans la requête, par exemple, je dis select étoile from produit where ID produit est égal à tel. Dans ce cas, il faut créer une requête préparée et lors de l'exécution, vous fournissez les données. Vous envoyez les données pour l'exécution de cette requête-là. Donc, comme nous n'avons pas de paramètres et c'est juste une requête, nous allons appeler la méthode query de l'objet PDO. Peut-être sur le site PDO, vous allez voir qu'il y a la méthode query qui peut en paramètre la requête que nous avons là. Le fetch all permet de récupérer toutes les informations d'un seul coup. Si vous avez besoin des informations un à un, vous pouvez utiliser la boucle while. Donc, je peux faire while $row est égal à $cube fetch comme ça. Okay. Là, il me renvoie ligne par ligne, c'est-à-dire qu'il me renvoie un élément au fur et à mesure. Okay. Donc, ça, c'est pour récupérer les éléments un à un. Vous pouvez exécuter fetch all pour qu'il récupère toutes les données et les sauvegarde dans votre variable data. Donc, moi, ce que j'ai préféré faire, c'est récupérer tous les produits et les stocker directement dans la variable data. Si vous jetez un coup d'œil sur fetch all prend un paramètre qui correspond à la façon dont vous souhaitez que les informations puissent être récupérées. C'est-à-dire que comment est-ce que vous souhaitez que le tableau qui est renvoyé puisse être construit. Parce que fetch all va vous renvoyer tout le tableau de l'exécution de votre requête. Donc, sur PDO, vous allez voir qu'il y a fetch assoc. Ça, c'est quand je veux
un tableau associatif, c'est-à-dire que les colonnes de ma table seront les clés de mon tableau. Si je fais ASSOC, c'est un tableau associatif. Si vous ne mettez rien, il vous renvoie à la fois un tableau associatif et il renvoie à la fois un tableau associatif et un array, c'est-à-dire et un tableau qui est indicé. Je vais juste faire recherche là. Donc, voici les différents styles. Si vous dites ASSOC, ça veut dire que vous voulez que le tableau soit un tableau dont les indices sont les colonnes de votre base de données. Ça veut dire qu'il va me renvoyer un tableau où les colonnes vont s'appeler title, description, price et puis image, URL. Si je dis both, c'est la valeur par défaut. Il va renvoyer à la fois un tableau associatif et un tableau qui est indicé. D'accord? Il y a l'autre qui est... D'accord. OK. Fetch num, c'est lorsque vous voulez qu'il vous renvoie un tableau qui est indicé. Donc, prenons peut-être notre exemple ici. Si je décide d'enlever ce PDO à SOC, il va me renvoyer un tableau qui est à la fois indicé et qui est associatif. Okay. En rafraîchissant ici, OK, je ne sais pas ce qui se passe avec mon... D'accord, je vais récupérer ça ici. Attendez là, je vais voir ce qui se... J'ai fait... OK. OK, le tableau avait été déjà parcouru. Il faut... lorsque vous faites une boucle sur le résultat de votre requête, en fait, si vous voulez récupérer ces informations, vous devez faire un rewind parce qu'il y avait une boucle qui parcourait déjà tout le tableau, dont le fetch all renvoyait absolument vide. Je pouvais réinitialiser l'ensemble des éléments au début de notre tableau. Okay. Donc ici, c'est parce qu'il y avait une boucle qui parcourait l'ensemble du tableau. Je ne faisais rien de cette boucle-là. Donc quand je retire et je fais fetch all, effectivement, vous avez ici la liste des produits indicés et associatifs. Ouais, parce que là, j'ai 0, la valeur c'est P1, j'ai 1, la valeur c'est desktop, j'ai 2, la valeur c'est ceci, et j'ai 3, c'est cette valeur-là. 4, c'est cette valeur. Effectivement, 0, 1, 2, 3, 4 correspondent à ces colonnes-là, à la colonne 0, 1, 2, 3, 4. OK? Donc, si je mets fetch num, il va utiliser un tableau qui est indicé, 0, 1. Si je dis fetch ASSOC, il me renvoie plutôt un tableau associatif où l'ID, où les colonnes correspondent aux clés. Si vous ne précisez rien, il vous renvoie les deux types de tableaux. Okay? Maintenant, ça c'est un document JSON. Si vous exécutez ce document, ce fichier JSON dans votre Chrome, il ne va pas s'afficher de cette sorte-là. OK, exécuter, ouais. En fait, votre JSON risque de s'afficher comme ce que vous voyez juste avant. Donc, si vous voulez afficher le JSON formaté, formaté de cette sorte, vous pouvez installer un plugin dans Chrome. Je crois le plugin, c'est JSON View. Okay. Donc, voici le plugin en question. JSON View. Donc, c'est un plugin que je... OK, supposons que je désactive ce plugin-là. OK, donc, chez vous, il va s'afficher de cette façon-là. Donc, ne soyez pas surpris si, lors de l'exécution de votre JSON, il affiche plus du texte qui est de cette façon-là.
Si vous allez en ligne, vous recherchez le plugin JSONView et vous installez ce plugin dans Chrome, vous aurez la possibilité d'avoir ce rendu-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est exécuter la requête, récupérer tous les produits et ensuite, je fais JSON-encode pour encoder les données, mon tableau sous forme JSON. Donc, JSON, nous l'avons dit hier, c'est je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a cela 2 jours, que c'est juste une représentation objet JavaScript. C'est la façon dont JavaScript représente les objets. Donc, je vais remettre mon fetch à SOAP parce que je veux juste un tableau associatif. Je ne veux pas dupliquer la description, le prix, l'URL. Je veux juste le tableau associatif. Donc, quand je rafraîchis, effectivement, j'ai mes données qui sont renvoyées. Donc, si vous insérez une information dans cette base-là, elle sera effectivement renvoyée par lors de l'exécution de votre requête. Donc, c'est tout ce que nous avons besoin. Et nous avons dit que cette façon de coder, c'est beaucoup plus l'architecture REST, les applications REST, où vous exécutez des requêtes et vous renvoyez le résultat de vos exécutions sous forme JSON. Et le résultat de ces requêtes-là sont souvent interprétés par, disons, par tout type de logiciel, par exemple. Donc, vous pouvez avoir un logiciel qui fait peut-être dans la géolocalisation, ainsi de suite. Lorsque vous allez interroger Google va vous renvoyer du résultat JSON que vous pouvez formater comme vous souhaitez. Okay? Donc, c'est la même chose avec lorsque vous allez faire, par exemple, Firebase. Donc, si vous utilisez Firestore et que vous exécutez votre requête, il va vous renvoyer les données. En fait, il va renvoyer plusieurs champs, pas uniquement du JSON. Et dans ces champs-là, vous aurez le champ data qui contiendra les données de votre table. Je veux juste prendre un exemple là. Pour okay. Donc, vous pouvez tester vos endpoints en utilisant Chrome ou bien vous utilisez Postman. Postman, il est beaucoup plus adapté. Je ne sais pas si vous regardez. Postman, il est beaucoup plus adapté parce qu'il vous donne la possibilité de définir des requêtes, soit get, post, put, patch, delete, copy, head, ainsi de suite. Si vous voyez l'exemple de notre requête ici, c'est en fait une requête get. Maintenant, si vous voulez plutôt faire une requête post, c'est-à-dire que si je souhaite envoyer les informations sous forme de post, c'est un peu compliqué de faire ça sur le navigateur. Si vous voulez envoyer une requête de type delete, je crois que vous vous rappelez quand on a fait Laravel, on devait envoyer les delete, les put, les get, ainsi de suite. Donc, si vous voulez envoyer une méthode get, c'est facile sur le navigateur, mais les méthodes comme post, put et puis delete, c'est un peu compliqué de les exécuter sur votre navigateur. Du coup, vous pouvez installer cet outil qu'on appelle post. Avec post, vous pouvez préciser quel type de requête vous souhaitez envoyer. Par exemple, si je copie la même URL que j'ai exécutée et je mets send, voilà, effectivement, il me renvoie les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il exécute la requête suivant cette URL-là. Okay. Et là, si vous dites que vous voulez envoyer par la méthode post, en fait, avec la méthode post, je peux préciser les valeurs. Ouais. Je peux préciser les valeurs. Et côté serveur, je veux récupérer ces informations avec $post.
ainsi de suite. Si je veux faire un delete, je peux choisir delete et il va appeler ce endpoint en envoyant l'entête delete. Okay. Donc, c'est ce qu'il faut retenir là. Il y a plusieurs, ça ce sont les endpoints que j'utilise. Il y a plusieurs options là. À partir de là, je peux ajouter des autorisations, des headers, des bodies, et ainsi de suite. Pour la méthode get, vous pouvez visualiser. Ça, c'est la visualisation directe. Vous pouvez utiliser Pretty. Okay. Donc, différents types de visualisation. Parfois, il peut vous envoyer les données sous forme XML. À l'époque, on utilisait beaucoup plus le format XML, c'est-à-dire que quand on interrogeait une base de données comme ça, les informations qu'on envoyait étaient sous format XML. Okay. Je vais peut-être juste tester un exemple là. Donc, un exemple de endpoint, lorsque vous lui donnez une adresse IP, il va vous renvoyer les informations de cette adresse IP sous format XML. Okay. Là, vous ne voyez pas le XML en question, mais si vous partez sur le code source, là, vous allez voir effectivement qu'il vous renvoie des informations sous forme XML. Dans l'IP, l'autre, l'ISP, Internet Service Provider, l'organisation qui détient l'adresse IP, la région, le pays, la latitude, longitude, ainsi de suite. Donc, avec POST, vous pouvez avoir un aperçu aussi qui est plus, disons, présentable par rapport au navigateur. Donc, voici un exemple de endpoint. Il y a d'autres endpoints où si vous donnez le nom, par exemple, d'un pays ou bien d'une région, il vous renvoie disons, la météo, les informations sur la météo, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les applications qui ont souvent plusieurs types d'interfaces. C'est-à-dire que vous écrivez une application mobile et vous voulez que cette application mobile puisse communiquer avec la même base de données qu'une application web, de telle sorte que si quelqu'un modifie la version mobile, cette modification se reflète également sur la version web. Okay? Donc, pour réaliser ça, vous allez avoir une même base de données et ce que les applications vont faire, c'est juste se communiquer avec cette base de données via les appels API. Okay? On appelle ça API, Application Programming Interface. Okay? API, Application Programming Interface. Donc, ça, c'est une API qui prend une requête et puis qui envoie. Je pouvais enlever ici, sur POST. Je viens, je dis, ça, c'est le query. Et je dis, voici la valeur de ce query-là. Okay? Comme ça. OK, bon, c'est query ici. Et puis la valeur de ce query-là. Donc, vous pouvez changer une autre adresse 208.1. OK, je crois que ça, c'est une autre adresse. OK, cette adresse est en Australie. Le propriétaire de cette adresse est Telecom Austria. Bon, c'est pas forcément, je ne sais pas si c'est Australie, mais voici les informations et le pays dans lequel c'est hébergé. Donc, nous avons ce endpoint et nous avons dit la fois dernière que lorsque vous avez des endpoints comme ça qui vont introduire la BD et l'envoi des résultats, vous pouvez récupérer ces informations, c'est-à-dire que vous pouvez faire des appels post, get, put grâce à Dio. Okay. Dio, c'est juste c'est un package sur Flutter qui vous donne la possibilité de faire ces appels-là. Okay. Pour chaque langage de programmation, en fait, il y a différents packages. Donc, vous devez juste interroger la documentation afin de savoir quel est le package, par exemple, qui vous permet de communiquer avec les applications, avec les applications REST.
Okay. Donc, dans cet exemple-ci, dans ce paquet, c'est un paquet qui est considéré, je vais plutôt aller sur la version Git. Donc, il vous dit, si vous voulez obtenir des informations en lui passant en paramètre un endpoint, vous utilisez, si c'est la méthode get, vous utilisez .get, passant en paramètre l'adresse. Donc, nous, on va passer cette adresse. Il va exécuter, il va appeler ce endpoint. Ce endpoint va s'exécuter côté serveur et nous renvoyer le résultat sous forme de réponse. Donc, si vous partez, si vous affichez les informations de réponse, c'est en fait une classe et cette classe-là possède un attribut qu'on appelle, c'est data, avant c'était body. La version 3 va changer ça à body, à data plutôt. Okay. Donc, avec un peu de documentation, vous pouvez vous retrouver. Donc, j'ai ouvert Dio. Et là, il a repris cet exemple. Nous, on va remplacer ceci par notre URL. Puis, lorsqu'on reçoit ces informations, on peut donc print le résultat. Vous pouvez poser des questions. Sinon, OK, j'ai eu un problème de connexion là. Et quand l'on va revenir. OK, nous étions sur cette page. L'idée, c'est que ces informations puissent être puisées dans la BD. Donc, nous allons créer un autre fichier là qui va plutôt faire l'affaire. Et on va appeler ça, disons, Product. OK. Et ça comme ça pour dire que les données nous viennent d'une base de données. Je vais utiliser un stateful reject. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. OK. Ici, on va avoir notre chat. Donc, nous avons dit, normalement, vous devez avoir votre méthode là qui va permettre de, je vais dire, get produit. On va écrire cette méthode comme ce que nous avons vu sur le site de Dio. Okay. Donc, c'est une méthode asynchrone. En fait, lorsque vous faites des insertions dans la modification dans la BD, une mise à jour, lorsque vous interrogez la BD, et lorsque vous allez accéder soit à Internet ou à une ressource qui n'est pas dans votre téléphone, qui ne fait pas partie de votre téléphone comme étant une instance ou bien une variable, cette méthode va s'exécuter de façon asynchrone. Okay. Donc, par défaut, donc, sur Flutter, pour dire que votre méthode sera une méthode asynchrone, vous utilisez async. Pour ceux qui ont déjà une certaine connaissance en JavaScript, vous saurez qu'on utilise déjà async. Ça, c'est une notation que vous trouvez en JavaScript. Okay. Async et puis await. Vous pouvez trouver ça. Donc, pour ceux qui sont déjà familiers avec JavaScript,